Et on poursuit avec l'analyse de Jean Messia. C'est Richard Dessès qui mène cet entretien. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Jean Messia d'ailleurs. Jean, je ne vous entends pas du Les tout. auditeurs également. Ah voilà, parfait. Vous Oui, m'entendez? c'est fait. Maintenant, je vous entends. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Est-ce que par hasard, il y aurait quelque part un irrédentisme afro-arabo-musulman à dénoncer? Ah bah, écoutez, en tout cas, si l'on suit ce qui se passe dans cette terrible affaire, ce terrible meurtre de la petite Lola, il y a évidemment, comme d'habitude, et pas, c'est pas un hasard, un manque flagrant dans les analyses que nous font les médias sur cette affaire. Vous savez, je suis très étonné que BFM, LCI, France Info, toutes les chaînes y vont de leur ligne rouge, de leur grand format, de leur grand angle, s'agissant de l'affaire Jubilard, dont nous avons été abreuvés pendant des semaines dans des éditions spéciales, alors que le meurtre de la petite Lola, qui a quand même ému la France entière, parce que c'est une jeune enfant et qu'elle a été trucidée, ne fait pas l'objet, bizarrement, de documents, de documentaires dédiés. BFM n'a pas fait de ligne rouge sur l'affaire Lola, pas plus que LCI ou pas plus que les chaînes du service public. C'est qu'il y a évidemment dans cette affaire, comment dirais-je, des non-dits dont on veut qu'il reste des non-dits. Quand on lit notamment les déclarations de la criminelle, de l'ordure criminelle d'Abia Benkired au cours de son procès, on est effaré. C'est quand même quelqu'un qui vous dit qu'elle a pris la petite Lola comme un mouton sur lequel elle a jeté son halali. Et la petite Lola, elle la qualifie de blonde et de blanche, c'est ce qu'elle recherchait. Donc en fait, il y a une entreprise de tri racial, de tri ethnique, raciste, de la part de cette Dabia, qui n'a pas jeté comme par hasard son dévolu sur une jeune fille voilée, sur une jeune fille racisée ou sur une jeune fille d'origine africaine. Elle les a exclus d'emblée en disant je recherchais une petite blonde blanche. Donc les gens qui nous étaient tombés à bras raccourcis dessus de la gauche, l'extrême gauche, les grands médias, lorsque Éric Zemmour avait très justement qualifié ce meurtre de francocide, nous y sommes. On a le volet identitaire, le volet islamique. En gros, elle a pris la petite Dabia pour le mouton du sacrifice qu'elle a égorgé. Elle rajoute d'ailleurs, ce détail macabre, qu'elle a rajouté, d'ailleurs ça a été retrouvé sur le corps de Lola, le chiffre 1 sur l'un de ses pieds et le chiffre 0 sur l'autre. Et elle dit, chez moi, quand on sacrifie le mouton, c'est ce qu'on fait sur le pied de l'animal. C'est pour ça que je l'ai fait sur les pieds de la petite Lola. Donc, si vous voulez, il s'agit d'un ethnicide, il s'agit d'un francocide d'une personne, comment dirais-je, algérienne, au QTF, qui était présente illégalement sur le territoire français et que l'État, encore une fois, n'a pas jugé bon d'expulser, qui se rue sur une jeune fille française qui représente la francité telle qu'on on l'imagine et qui, comment dirais-je, commet ce geste revanchard, ce geste religieux de haine religieuse et ethnique vis-à-vis de la France. Donc il y a toute une symbolique antinationale, anti-française, lorsque nous disons pareil que un certain nombre d'immigrations, certaines immigrations arabo-afro-islamiques haïssent la France, ne sont pas là pour devenir françaises, ne sont pas là pour s'intégrer à la France. Nous avons un exemple magistral, s'il n'était dramatique, de l'illustration de cette thèse. Oui, il y a des immigrations qui haïssent la France. Oui, il y a des immigrations qui rêvent d'en découdre avec la France. Oui, tous les jours, certaines immigrations agressent, égorgent, poignardent, comment dirais-je, violentent, violent et parfois tuent des Français. C'est le phénomène à Reconquête, nous avons qualifié de francocide. Il y a une attaque systémique, une agression systémique contre la France et les Français de la part de certaines immigrations que nous avons accueillies, que nous logeons, que nous soignons, que nous scolarisons. Et ça ne peut plus durer. Nous avons un pouvoir qui favorise cette haine parce que son programme et son projet, c'est d'en finir avec la France. Voilà pourquoi aucun média
ne vous parlera de ces détails macabres sur l'affaire Lola. Voilà pourquoi aucun média ne vous fera de lignes rouges, de grands angles, de grands formats sur l'affaire de Lola, parce qu'il serait obligé, dans le cadre de ces, comment dirais-je, de ces émissions fouillées, eh bien, d'aborder la dimension identitaro-religieuse, identitaire, islamique et immigrée, qu'ils ne veulent surtout pas aborder parce que, évidemment, tout est fait, encore une fois, pour maintenir le peuple français sous sédation identitaire profonde et continue en vue de son euthanasie, et tout ce qui pourrait le réveiller, à savoir des émissions, à savoir parler d'une réalité qui frappe les Français tous les jours, est évidemment évité. Voilà. Et donc, moi, si vous voulez, il y a tous les ingrédients, finalement, dans cette histoire, malheureusement, que nous dénonçons. Je veux dire, c'est un meurtre raciste. C'est un meurtre raciste anti-blanc. Je conseille à cet égard la lecture de l'excellent livre de François Bousquet que nous avons déjà reçu à votre antenne à plusieurs reprises. Le racisme anti-blanc, le meurtre de Lola est un meurtre raciste, anti-français, anti-blanc. Lola n'a pas été choisie par hasard, parce qu'on nous dit, oui, elle est psychopathe, elle ne sait pas ce qu'elle fait, etc. Enfin, excusez-moi, elle sait quand même suffisamment ce qu'elle fait pour trier sa victime. Quelqu'un qui perd la raison, si vous voulez, qui n'a plus l'once d'un discernement, va se ruer sur le premier enfant, si c'est des enfants qu'elle cherche, ou la première personne qu'elle trouve sur son chemin. Elle ne cherchera pas à trier sa victime, elle ne cherchera pas à dissimuler son crime, elle ne cherchera pas à se cacher elle-même. Or, tout ça, Dabia Benkired l'a fait. Elle a trié sa victime sur des critères raciaux, elle l'a découpée selon des critères religieux. Enfin, religieux, magiques. Oui, mais en faisant référence à la Lali de l'Aïd. C'est de ça qu'il est question. En plus, ça ne vous a pas échappé, dans cette histoire, il y a une baignoire. Qui égorge des moutons dans les baignoires? Ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des bouddhistes. Oui, enfin, on va dire que la baignoire est juste un accessoire utile pour commettre des crimes depuis que la baignoire est rentrée dans les appartements. Je trouve que vous avez parfaitement raison de souligner en fait le caractère culturel de la chose. Voilà, le caractère religieux là, me paraît moins marqué par rapport surtout au caractère délirant de ces mythologies populaires qui font effectivement partie de la culture du peuple dont est issu Daria. Machin. Vous savez, je veux dire, c'est pas la première fois, si vous voulez, qu'autour d'un crime, nous avons des délires mystiques. Hein. Bon, là, le délire mystique est islamique, mais je veux dire, voilà. Mais c'est quand même ce que je veux signifier, si vous voulez, dans mon propos de ce matin, c'est qu'il y a une intention. Elle n'est pas folle, elle n'est pas sans discernement, elle est parfaitement lucide. On nous fait le coup à chaque fois. Lorsque la malheureuse Sarah Halimi avait été égorgée par un immigré d'origine plutôt afro-islamique, on nous avait dit mais il a perdu son discernement, il est irresponsable psychiatriquement. Il faut arrêter avec ça. Les gens qui commettent des crimes, que ce soit des crimes antisémites, des crimes anti-français, des crimes christianophobes, ils sont parfaitement lucides. Ils n'ont pas choisi leur cible au hasard, ce qu'aurait fait quelqu'un qui, effectivement, est sans discernement. Là, elle a choisi une fille blanche, elle le dit, elle le déclare, sans détour. J'ai choisi une petite fille blanche et blonde pour me venger je ne sais pas quoi, mais pour me venger. Elle n'a pas choisi de se venger sur une voilée. Elle n'a pas choisi de se venger sur une fille ou un homme d'origine africaine. Elle a choisi une Française. Donc le choix, si vous voulez, doit quand même être interprété. Quand on pense que lorsque un conflit dégénère dans une synagogue où un type est tué malheureusement et tragiquement, vous avez toute la caisse de résonance médiatique qui se met en branle pour vous expliquer que ça vient signifier l'islamophobie systémique qui n'existe que dans les cerveaux malades de ces mêmes journalistes. Là, on a un crime qui est à la fois anti-français, anti-blanc, islamique dans le délire qu'il y a autour, et aucun média ne vient justement se saisir de cela pour illustrer une réalité beaucoup plus grande et beaucoup plus systémique précisément, qui est celle de la haine de la France et des Français par certains immigrés. Donc à un moment, si vous voulez, il faut arrêter de fabriquer des haines fantasmagoriques comme l'islamophobie, etc., le racisme,
et tout en s'asseyant en occultant des vraies haines qui vont jusqu'au meurtre, jusqu'aux égorgements, voilà, jusqu'aux coups de poignard tous les jours. Il y a des haines systémiques qui sont occultées et il y a d'autres haines inexistantes qui sont montées en épingle par un système qui veut nous expliquer absolument que la France est un pays horrible, raciste, antisémite, islamophobe, etc., ce qui n'est pas vrai. Je suis évidemment entièrement d'accord avec vous, Jean Messia. Dans tous les sujets que vous aviez prévu d'aborder ce matin, il y en a d'autres qui aussi font part de cette espèce d'entrisme musulman. Avec le cas du meurtre de Lola, il y a quelque chose évidemment d'absolument terrifiant dans la manière dont brusquement c'est toute cette violence qui débarque en France et jusqu'à cette espèce d'holocauste abominable de cette jeune fille dans l'espoir chimérique de trouver un trésor. Enfin, on se perd évidemment dans les méandres de la tête de la meurtrière, mais il y a aussi un entrisme plus insidieux, plus respectable, entre guillemets, plus institutionnel, et c'est notamment le cas de ce qui se passe à Lyon dont vous vouliez nous parler. Oui, tout à fait. Alors, j'insiste, si vous voulez, qu'effectivement, ce sont certaines immigrations arabo-afro-islamiques qui charrient sur notre sol une telle violence. Voilà, donc ça ne veut pas dire que la société française en elle-même ne génère pas des violences, comme toute société, de tout pays, toute nation. On a évidemment une violence domestique, mais je dirais, je suis très étonné, par exemple, que ces immigrations qui nous ont bassinés pendant 2 années sur Gaza, sur la guerre à Gaza, sur les victimes à Gaza, toute cette France insoumise qui tous les jours nous bombarde en nous parlant de la guerre, de ses conséquences affreuses, n'ont pas un mot sur l'affaire Lola. Parce que nous avons des immigrations qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être soit solidaires de la meurtrière par solidarité communautariste, religieuse, ethnique, et donc ils ne disent rien justement en raison de cette solidarité tribale, et les autres qui, effectivement, ne se sentent pas concernés. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas un de leurs malheurs. Et d'ailleurs, tous ceux qui pleurent Lola, qui se morfondent sur cette histoire, sont qualifiés de personnes d'extrême droite, de gens qui manipulent, des extrémistes de droite qui manipuleraient ce qu'ils appellent un fait divers. Vous comprenez ? Donc là, il y a aussi l'autre volet. Qui est ému par l'affaire Lola ? Qui est ému par le crime de Lola ? Le Lola, c'est un malheur national pour ceux qui appartiennent à la nation française et qui pleurent la perte de l'un de ses membres tout petit. Vous comprenez ? Mais ceux qui ne sont pas d'identité française et qui, mobilisent l'humanisme dégoulinant pour des causes qui sont très lointaines, se gardent bien de verser la moindre larme sur l'affaire Lola, encore une fois, parce que nous ne sommes pas dans la bonne configuration du coupable et de la victime. Il verse des larmes, et à mon avis c'est pire, il verse des larmes sur le fait que les gens instrumentalisent Lola, et donc ils réservent leur indignation non pas à la meurtrière, ou ils réservent leur pitié non pas aux parents, ils réservent leur indignation à ceux qui s'indignent et leur pitié à ceux qui seraient visés par cette indignation. C'est cette inversion qui est en fait, à mon avis, proprement scandaleuse. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'émettent pas d'émotion. En fait, ils mettent terriblement d'émotion dans la manière dont ils traitent cette affaire Lola. Et ils ne sont pas du tout neutres, ils ne sont pas du tout silencieux. Non, ils beuglent, ils crient, ils pleurent, ils gémissent, ils invectivent. Mais voilà, et évidemment, en se trompant systématiquement et très volontairement de cible. Ah, mais c'est pire que cela, mon cher Richard. Moi, je vous assure. Pourtant, j'avais l'impression que ça avait mis une grosse couche, mais d'accord. Ah non, mais ce que vous dites, je n'enlèverai pas une virgule, vous avez parfaitement raison, mais c'est pire que cela. C'est que quand on regarde, moi je suis allé un peu fouiller sur les réseaux sociaux pour préparer l'émission, j'ai lu un certain nombre d'articles, etc. Vous avez carrément des gens, mais comme dans toute affaire, mais celle-ci est tellement abominable, si vous voulez, est tellement abjecte qu'on a peine à s'imaginer que ça puisse arriver. Il larmoie autour de ce qu'a vécu la coupable avant d'en arriver là.
C'est-à-dire, vous avez tout un discours qui dit la pauvre, elle a subi ceci, elle a subi cela, elle a un parcours chaotique, etc. C'est comme vous forcer, si vous voulez, à vous émouvoir du sort de la coupable, mais c'est toujours pareil dans cette justice et parmi les élites médiatiques et politiques de notre pays. On cherche à vous expliquer que le coupable, in fine, on vide sa culpabilité de sa substance en vous expliquant que finalement, il n'est coupable de rien puisqu'il est lui-même victime de la société abominable qu'il a enfantée, d'une société discriminante, injuste, comment dirais-je, haineuse socialement, etc., ce qu'on appelle les déterminismes sociaux. Et donc, vous avez tout un discours sur le cas de Dabia qui dit, voilà, elle est pauvre, elle est malheureuse, elle a subi des sévices dans son enfance quand elle est arrivée, un stade d'instabilité, etc., ce qui, en gros, viderait en quelque sorte l'abomination de son crime de sa substance. Oui, ça aussi. Et donc, c'est pour ça que ça va plus loin finalement que ce que vous dites et qui est juste. Donc pour répondre par ailleurs à votre autre question sur le cas, effectivement, je veux dire, le cas de Givors, je rappelle les faits, la municipalité islamo-gauchiste de Givors décide de céder un terrain, le terrain d'une ancienne école désaffectée, à vil prix, puisqu'ils accordent un abattement de 75% par rapport au prix estimé par l'État, pour une association qui s'appelle Mille et un chemins, qui d'ailleurs, au départ, visuellement, facialement, ne présente aucun problème, sauf que vous avez un élu de l'opposition qui va un peu gratter ce qui se cache derrière cette association, et de fil en aiguille, il remonte au statut de cette association telles qu'elles ont été déposées en préfecture, pour s'apercevoir que le président de cette association n'est rien d'autre que l'imam de la mosquée locale. Et que derrière le projet soi-disant de Montessori, d'une éducation par la sensorialité, etc., se cacherait en réalité un projet d'éducation islamique et d'école islamique, puisque dans les rares visuels produits par cette association, eh bien, on voit des jeunes filles voilées en bas âge. Bon. Donc évidemment, vous avez en France, ça s'appelle la conquête islamique de la France, oui, il y a une islamisation progressive de la France qui passe d'ailleurs prioritairement par l'éducation, pour deux raisons. D'abord parce que la démographie fait que les jeunes d'origine arabo-afro-musulmane, à cause d'une démographie plus dynamique dans ces immigrations-là, sont beaucoup plus nombreux, si vous voulez, de plus en plus nombreux, et représentent presque un quart maintenant des naissances et de la jeunesse. Et donc, évidemment, il y a là une manne, il y a là un terreau que comptent exploiter un certain nombre de confréries, à commencer par les frères musulmans, qui accordent une importance capitale à l'éducation. Vous noterez d'ailleurs que lorsque l'éducation nationale a interdit le voile islamique et que ces choses-là, depuis 2004, sont un peu plus surveillées, les frères musulmans portent leur dévolu désormais sur le sport, sur les associations sportives, sur les salles de sport, sur les clubs de foot qui accueillent des jeunes enfants, parce qu'ils ont déporté finalement leur combat religieux et leur entreprise d'islamisation de la France, à la fois sur les structures sportives qui accueillent des enfants du même âge que ceux qui vont à l'école, mais à l'école, ils ne peuvent pas grand-chose pour l'instant, alors que les salles de sport sont, comment dirais-je, des territoires ouverts à leur islamisation, et dans des écoles hors contrat, puisqu'ils cherchent, là encore, une forme de séparatisme éducatif avec les écoles hors contrat. Alors, l'argument gauchiste qui consiste à dire « Ah oui, mais vous avez aussi des écoles catholiques hors contrat et vous avez des écoles juives hors contrat. » Peut-être, mais de ces deux écoles-là ne naissent pas, si vous voulez, des idéologies suprémacistes qui visent à catholiciser la France ou qui visent à judaïciser la France. Il n'y a pas, si vous voulez, de suprémacisme religieux visant à la conquête et à la soumission, comme ce qui est enseigné dans le cadre de ces écoles coraniques, de ces écoles islamiques, qui sont le fer de lance d'une conquête. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Et donc, il faut se féliciter, si vous voulez, que toutes les entreprises de taquilla qui sont découvertes le soient, même si c'est la face émergée de l'iceberg de la conquête islamique. Mais quand vous avez une majorité de médias, si vous voulez, une majorité de courants politiques qui continuent à qualifier l'islamisation de la France de fantasme d'extrême droite, qui continuent à qualifier l'invasion de la France
de fantasmes d'extrême droite, ce n'est pas chose aisée, puisque l'objectif du système antinational qui nous dirige et de l'ensemble de ces tentacules médiatiques, intellectuels, etc., est de systématiquement criminaliser toute forme de résistance à l'invasion et à l'islamisation de notre pays, y compris par des condamnations judiciaires. Et donc, il faut considérer qu'à chaque fois que vous êtes qualifié d'extrême droite, vous pouvez être sûr que vous êtes rien d'autre qu'un Français qui veut vivre français et rester français en France. C'est la seule chose. Aujourd'hui, être d'extrême droite, c'est uniquement être français et vouloir le rester. Donc, un Français dénonce effectivement les entreprises de conquête et de soumission de son pays, comme le ferait le citoyen de n'importe quel pays qui a une allégeance pour le pays dont il a la nationalité, ce qui est notre cas. Alors, cette nationalité française, cette identité française, en fait, puisque voilà, être français, c'est exactement tout l'enjeu du débat. On a bien vu avec les patriotes de la diversité, dont vous avez parlé la dernière fois, et il y a une définition qui ne passe pas, qui serait la France est une idée, comme disait le député Olivier Servat à notre antenne, ou la France, c'est un contrat, liberté, égalité, fraternité, c'est la République. Avec l'affaire du Louvre, on a l'impression que, comme d'habitude, par rapport à ces tenants d'une France qui serait un pur contrat social, une pure idée, une pure idéologie, en fait, il y a au contraire un poids de chair, un poids d'histoire, un ancrage, et ces bijoux, si récents puissent-ils être, je parle évidemment des bijoux impériaux, charrient, eux, un poids d'histoire et un poids identitaire, et on le voit bien avec l'émotion qu'ils ont suscité, que leur vol a suscité. Je crains, si vous voulez, que les bijoux, c'est un peu comme Macron, ils ont manqué de coffre. Euh, donc, si vous voulez, dans cette affaire, oui, effectivement, alors pour répondre à votre question brièvement, non, la France n'est pas simplement une idée. Elle l'est, bien sûr, mais ça ne se résume pas à cela. Parce que si vous voulez, dans ce cas-là, si on importe toute l'Afrique et que c'est toute l'Afrique adhère à l'idée française, à ce moment-là, la France resterait française. Non. Moi, je suis de ceux, et d'ailleurs, j'en parle d'autant plus volontiers que je ne suis pas moi-même, ça ne vous a pas échappé, un Français de souche, puisque l'assimilation a des limites et que je n'aurai jamais rien du grand blond germanique, si vous voulez. Donc, il y a très peu de grands blonds germaniques en Auvergne et à Marseille. Ouais, voilà, c'était une boutade. Mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est que la France, moi je suis fidèle, si vous voulez, à la définition de la France qu'on a donnée le général de Gaulle. La France, c'est pas qu'une race, mais c'est aussi un pays de race blanche. La France métropolitaine est un pays européen, donc de race blanche, de racines chrétiennes, de culture gréco-romaine, gréco-latine, etc. C'est la définition qu'en avait donnée le général de Gaulle. Donc moi, si vous voulez, c'est pour ça d'ailleurs que pour que la nation française puisse continuer d'exister telle qu'elle a existé à travers les siècles, il faut non seulement que l'immigration soit homéopathique, mais surtout que les naturalisations le soient tout autant sur des critères d'assimilation extrêmement stricts à la France. C'est de cette immigration-là que je suis issu. Parce que toute la horde, si vous voulez, de trolls de la diversité islamisée et de crétins gauchistes qui m'attaquent en disant « Ah, mais toi aussi, t'es immigré, pourquoi tu critiques l'immigration ?» Mais attendez, c'est pas parce que je suis issu de l'immigration que je dois immédiatement me mettre dans l'enclos du cheptel des immigrations biberonné à la haine de la France. Parce que le projet migratoire à partir des années 80, c'est constituer un bélier identitaire pour continuer à saper par le bas les fondements de la France que le système antinational détruisait par le haut. Et donc moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis issu d'une autre immigration, l'immigration des Romain Gary, des Yves Montand, des Henri Verneuil, de tous ceux dont on a même oublié qu'ils avaient pu être étrangers un jour, tellement ils étaient assimilés à la France. Donc ça, c'est la première chose. La France n'est pas non plus, si vous voulez, l'intégration ne veut rien dire. Parce que qu'est-ce que c'est l'intégration? On vous dit, il suffit de travailler, de consommer, de payer ses impôts pour être français. Ça, c'est une logique économique et marchande. Une nation n'est pas simplement un marché. Une nation, c'est l'adhésion à une histoire, à une culture. C'est quelque chose de vernaculaire.
quelque chose qui irrigue jusqu'aux aspérités les plus fines de l'être humain, sa manière de se comporter, de réfléchir, de penser, de parler. C'est la civilisation au sens de Norbert Elias. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas faire de vagues ou de ne pas faire de problèmes, ça c'est quand même un minimum, mais ce n'est pas que ça. Et sur l'histoire du Louvre, c'est vraiment ce cambriolage, si vous voulez, c'est l'illustration magistrale de la conséquence négative de ce que George Soros résume par le mot Open Society. L'Open Society, qui est le nom de l'association, de la fondation de George Soros qui finance toutes les causes antinationales en Europe, personne s'y attarde. Mais qu'est-ce que c'est l'Open Society? C'est que tout doit être ouvert, que toutes les frontières, quelles qu'elles soient, que ce soit les frontières nationales, que ce soit les barrières de sécurité, que ce soit les murs, que ce soit les systèmes d'alarme, tout ça doit être démantelé. Que le monde doit devenir un monde fluide, un monde où tout le monde circule où il veut, ou presque on abolirait la propriété privée, que vous pourrez démonter vos portes et vos fenêtres, et que n'importe qui, venant de n'importe où, peut s'installer chez vous, et que vous-même, vous pouvez vous installer où vous voulez. Voilà, un monde fluide, un monde sans frontières, sans identité, sans particularisme, voilà, araser, écrêter toute forme de différence. Et le Louvre, c'est ça. Bon, je passe sur la cacophonie entre la ministre de la Culture qui nous dit qu'il n'y a jamais eu de problème, que les systèmes ont fonctionné. Et lorsque Mme Descartes, la directrice du Louvre, a été auditionnée au Sénat, elle vous dit au contraire que le système de sécurité est vétuste et qu'il a des lacunes. Donc on ne comprend pas. Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? On ne le sait pas. Donc vous avez remarqué que Rachida Dati a expliqué que la preuve que les vitrines étaient d'excellente qualité, c'est qu'elles ne s'étaient pas cassées en tombant. La vitrine est absolument remarquable puisque on a réussi à la fracturer, mais par ailleurs, elle prouve sa bonne qualité en évitant de tomber en mille morceaux juste ensuite. Oui, ça, c'est vraiment les arguments de Rachida. Au sujet du Louvre, Rachida Dati a inventé une locution intéressante. Elle se cache derrière un écrin de fumée. Oh, joli. Voilà. Donc, effectivement, tout ça, je veux dire... et alors, l'exemple, quand elle dit... Donc, si vous voulez, c'est quand même le pillage de la France, le symbole du pillage de la France. Le symbole que la France n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée par ses frontières et ses joyaux nationaux, ces trésors qui, justement, sont le symbole de son histoire, de sa culture, de son identité, ne sont pas protégés non plus. D'accord ? Et quand elle dit « je veux qu'on installe, comment dirais-je, un commissariat au sein du Louvre », mais on est chez les dingues. Si à chaque fois, si vous voulez, que quelque chose se fait cambrioler, on y installe un commissariat, moi je veux qu'on installe un commissariat chez moi à ce moment-là. Enfin, je veux dire, et de la part de personnes qui viennent quand même... comment dirais-je, d'un môle idéologique très suspicieux à l'égard de la police, qui sont très promptes à dénoncer les violences policières, le racisme systémique et tous les méfaits de la police. Bizarrement, le premier réflexe quand il y a un problème, c'est des gens qui disent il nous faut plus de policiers. C'est drôle. Donc tout ça doit cesser. Vous savez, le poisson pourrit par la tête. Quand je pense qu'Emmanuel Macron, d'abord, et Rachida Dati n'ont pas accepté la démission de Mme Descartes, un forfait aussi énorme dans n'importe quel pays, se serait traduit par des démissions en cascade, parce que c'est une faillite. Or là, il y a un responsable, il n'y a pas de coupable. Et donc, en fait, pourquoi Macron refuse les démissions de ceux qu'il présente? Parce qu'il sait bien au fond de lui-même que si lui-même présentait sa démission après le capharnaüm de destruction qu'il a fait de la France, si lui-même présente sa démission, eh bien le peuple français l'accepterait volontiers. Ça, pardonnez-moi Jean Messia, je trouve que c'est la meilleure des conclusions possibles à votre chronique. Merci beaucoup de nous avoir une fois plus permis de bien faire comprendre, de bien saisir en fait les enjeux à travers l'ensemble de ces faits divers. Merci beaucoup et à jeudi prochain. Je vous en prie, à jeudi prochain. Merci Richard.